Bonjour à tous. Bienvenue dans notre premier cours de la session, dans lequel nous allons faire un retour sur la diode. Comme vous pouvez voir, nous avons ici le symbole qui représente la diode, comportant son anode et sa cathode. Si vous regardez le composant physique, on retrouvera fréquemment une barre ici qui va indiquer le côté négatif de la diode. On peut se rappeler que cette barre peut avoir la forme d'un moins et donc du côté négatif de la diode, nommé la cathode. Débutons notre résumé. Si on veut se rappeler du fonctionnement général d'une diode, c'est assez simple. Dans un certain sens, de l'anode à la cathode, la diode laissera passer le courant. Alors que dans son sens inverse, la diode va bloquer le courant. Donc, dans le sens de la flèche, on pourrait dire, le courant peut circuler alors qu'il est bloqué dans l'autre sens. On peut se rappeler aussi qu'une diode va absorber une petite partie de la tension. Il y aura une légère chute de tension dans une diode lorsqu'elle est passante. Lorsqu'elle est passante, une diode en silicium, le modèle de diode qu'on voit le plus couramment, va absorber et donc avoir une chute de tension d'environ 0,7 volts. Une diode en germanium, qui est moins fréquemment rencontrée pour des applications plus spécifiques, aura une chute de tension moindre. Mais vous pouvez garder en tête qu'il y a environ 1 demi-volt, 0,7 volts, 0,6 volts en général qui va chuter dans une diode. Petit truc pour vous rappeler les bornes, le côté anode étant le côté positif, vous pouvez voir le A de anode se dessiner un peu ici dans le symbole de la flèche. Fait donc vous rappeler que ce côté-ci est l'anode. Alors que le côté cathode, représenté par un K en anglais, peut représenter la barre ici, la barre négative qu'on retrouve sur la diode physique, côté qui bloque donc l'arrivée du courant. Sans rentrer dans les détails de la construction interne d'une jonction PN, on peut quand même se rappeler que d'un certain côté, on a un semi-conducteur très chargé en molécules positives, soit des trous, alors que de l'autre côté, nous avons des électrons, des particules négatives, qui voudraient aller combler ces trous. En mode neutre, nous avons donc une barrière ici qui est neutre. L'ensemble des électrons ont été comblés les trous de l'autre côté et le courant ne circule plus maintenant qu'il y a une zone neutre au centre. Pour rendre la diode passante, il faut pousser un peu plus avec un peu plus de positif par le côté P. Si on pousse avec au moins 0,7 volts environ, nous allons être capables de forcer les trous positifs vers le côté des électrons et nous allons donc diminuer la barrière neutre qui se trouve entre les deux. Il y aura tout de même une petite chute de tension, environ 0,7 volts, mais la diode sera maintenant passante. Alors que si nous appliquons une tension positive de l'autre côté, à sens inverse, le côté positif viendra attirer les électrons négatifs de son côté vers la borne cathode, et nous allons donc élargir la barrière neutre et bloquer la diode de plus en plus. C'est un résumé très rapide du concept d'une jonction PN, mais c'est suffisant pour notre compréhension. Si on regarde un peu plus en détail la courbe caractéristique d'une diode,
La diode est très simple dans son fonctionnement, comme on a dit. On devrait donc facilement être capable de déduire ce graphique. Si nous prenons la section passante de la diode, eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? La diode va demeurer bloquée. On peut voir ici le courant I, AV, donc le courant qui traverse la diode, par rapport à sa tension appliquée. Si on applique une tension du bon côté, ce qui veut dire une tension positive du côté de l'anode, la diode demeure bloquée jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle le genou. Le genou qui est environ 0,7 volts selon la construction de la diode. À partir de cette tension, la diode deviendra passante et le courant va circuler virtuellement comme dans un court-circuit, sauf pour le petit 0,7 volts qui va chuter. Vous voyez donc que le courant augmente en flèche vers l'infini virtuellement. À partir du genou, on peut donc considérer la diode presque comme un court-circuit. Alors que dans son sens inverse, dans le sens bloqué, peu importe si on applique une tension négative, la diode demeure bloquée. Il peut avoir un petit courant qu'on appelle un courant de fuite, mais qui est négligeable. En gros, la diode va bloquer presque tout le courant pour toute tension négative appliquée entre ces bornes. Jusqu'à une limite, évidemment. La limite sera la tension qui va briser la diode, la tension qui va permettre maintenant de traverser la barrière, mais de façon forcée, qu'on appelle la tension de claquage ou V-break. À partir de cette tension, la diode sera détruite. On essaye de passer à sens inverse jusqu'à ce qu'on brise la jonction de la diode. Et on peut maintenant, donc, en fin de compte, après que la diode soit détruite, considérer qu'elle est un court-circuit, étant donné qu'elle est maintenant brisée et qu'elle laissera passer le courant à sens inverse. C'est une section que nous ne voulons pas travailler, car cette section, évidemment, va endommager la diode de façon permanente. Nous allons donc travailler dans la section passante et dans la section bloquée, sans jamais atteindre la tension de claquage aux bornes de notre diode. Allons-y pour un petit exemple en polarisation directe que nous devrions tous être capables de calculer facilement avec très peu de raisonnement. Nous devrions être capables de calculer le courant qui devrait circuler dans notre résistance et la tension donc qui devrait être aux bornes de la diode et qui devrait être aux bornes de la résistance. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir avant de vous donner la solution. N'hésitez pas à faire pause aux vidéos pour prendre le temps de bien analyser. Allons-y. Lorsque la diode est dans son sens passant, comme elle est en ce moment, la tension positive est du côté de l'anode, nous disons qu'elle laissera passer le courant tout en absorbant une chute de tension d'environ 0,7 volts. Il resterait donc 11,3 volts de ce côté-ci de la diode. Ce 11,3 volts sera donc appliqué à notre résistance de 2 kΩ. Et il y aura donc 11,3 volts dans une 2 kΩ. Avec la loi d'Ohm, il sera alors très facile de calculer notre courant qui circule de la source au travers la diode et au travers la résistance, lequel sera simplement 11,3 volts divisé par 2 kΩ. Si vous voulez une petite formule, je vous la donne en résumé ici en bas, mais c'est quelque chose que vous devriez être capable de déduire et non d'apprendre cette formule par cœur.
Vous avez tout simplement 12 volts, moins la chute de tension de la diode, dans une résistance de 2 kΩ, et nous aurons environ 5,65 mA qui circulent dans notre résistance. Continuons. Qu'est-ce qui se passe maintenant en polarisation inverse? Eh bien, vous pouvez remarquer que j'ai inversé ma source maintenant ici. Ma tension positive va essayer d'aller circuler vers la cathode. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la diode va laisser passer le courant? Eh bien non. La diode sera complètement bloquée. Il n'y aura aucun courant. Et comme nous avons défini notre masse ici à 0 volts, on peut donc dire que notre référence ici, la borne positive, est à 0 volts. Tout le côté ici est donc à 0 volts et l'autre côté de la diode est donc branché à la borne négative à moins 12 volts. La diode est complètement bloquée et aucun courant ne pourra circuler. Le courant est donc de 0 et toute la tension se ramasse aux bornes de la diode tel un interrupteur ouvert. Si on se fait un petit exemple un tout petit peu plus complexe, juste pour pratiquer justement notre loi d'Ohm et nos calculs électriques. Allons-y avec deux sources. Ces deux sources, vous voyez que la tension positive semble être du même côté. Par contre, ici, nous avons une tension de 12 volts par rapport à une tension de 8 volts ici. Nos deux bornes négatives étant à la masse, donc en référence à 0 volts, essayez de déduire quelle est la tension restante entre ces bornes pour savoir si la diode est passante et si oui, combien de courant circulera dans la résistance de 2 kΩ. Prenez quelques instants pour réfléchir à ceci. Analysons maintenant la réponse ensemble. Eh bien, en effet, il y a 12 volts appliqués ici, mais de l'autre côté, il y a 8 volts d'appliqués ici. On peut donc dire qu'il y a 4 volts de différence entre les deux. Il y a 4 volts de plus ici. La tension est donc plus positive du côté de l'anode et ma diode devrait donc être passante. Une diode passante va chuter, va absorber environ 0,7 volts et il restera donc 11,3 volts de l'autre côté. Comme il y a 8 volts ici et 11,3 ici, on peut facilement calculer la chute de tension de 3,3 volts dans la résistance de 2K. Et voilà, on est maintenant rendu à une simple loi d'Ohm. Quel courant va circuler dans une résistance de 2K à laquelle on a appliqué 3,3 volts à ces bornes? Eh bien, le courant AV sera d'environ 1,65 mA. Si vous regardez la formule en bas, nous aurions pu la déduire très facilement et encore une fois, je vous encourage à ne pas vous remémorer ce genre de formule par cœur, mais être capable de la déduire. 12 volts de ce côté-ci, moins le 8 volts de l'autre côté, nous avions donc 4 volts entre les deux, moins la chute de tension de 0,7, il reste environ 3,3 volts que nous allons diviser dans 2 kΩ avec la loi d'Ohm, tout simplement, pour trouver 1,65 mA. Soyez sûr de bien comprendre ce raisonnement. Si vous avez un peu de difficulté avec ça, n'hésitez pas à venir en discuter sur le canal Teams, où vous pouvez poser toutes vos questions, répondre à vos camarades et vous-même vous donner d'autres exemples pour vous pratiquer entre vous. Continuons. Le fonctionnement de la diode est simple, comme nous avons vu.
Ça passe dans un sens, ça bloque dans l'autre sens, et lorsque c'est passant, il y a environ 0,7 volts à ces bornes. Par contre, même si le fonctionnement est simple, les applications possibles d'une diode sont très nombreuses. Dans 50 circuits différents, vous pouvez voir 50 façons différentes d'utiliser une diode. Et c'est ce qui fait un petit peu partie de l'énigme qui entoure la déduction d'un fonctionnement d'un circuit électrique. C'est pas parce qu'on connaît bien le composant qu'on comprend bien son fonctionnement dans un circuit. Prenons un exemple relativement simple, comme celui d'un redresseur. Pour créer un redresseur, nous allons mettre une diode en série avec le courant de sortie. Nous allons appliquer un signal AC et avec le principe de la diode, nous savons que, comme le signal AC passe d'une tension positive à une tension négative, pendant une alternance, la diode sera passante, alors que pendant l'autre alternance, la diode sera bloquée. Appliquons maintenant ce principe dans un circuit. Circuit très simple que vous avez probablement étudié. Nous allons en faire un petit résumé. Nous avons donc ici une source AC. Vous voyez la forme d'onde AC qui passe du maximum positif au maximum négatif, au maximum positif et ainsi de suite. Cette tension AC va circuler dans un fusible, si vous reconnaissez le symbole, afin de protéger la source et surtout de protéger les fils en cas de court-circuit. Et nous allons passer dans un transformateur d'isolation. Vous allez fréquemment voir ce type de transformateur entre une source AC, qui est souvent branchée dans le mur, branchée sur la tension d'Hydro-Québec, et un circuit électronique de l'autre côté, comme notre redresseur ce moment-ci. Le transformateur ici permet d'isoler électriquement les deux côtés, ce qui fait que même s'il y a un bris ou un court-circuit de ce côté-ci du circuit, ça n'affectera pas notre côté de la source, étant donné qu'il est isolé électriquement par un transformateur. Par contre, la tension induite dans notre bobinage primaire sera absorbée par notre bobinage secondaire et nous devrions voir environ la même forme d'onde de l'autre côté. Peut-être qu'elle sera atténuée ou augmentée, cela dépend du ratio du transformateur, mais pour l'instant, ça ne nous importe pas dans notre analyse. Nous prenons une borne du transformateur pour la mettre en référence à la masse. Et de l'autre côté, nous allons donc trouver une forme d'onde qui devrait passer du maximum positif au maximum négatif et ainsi de suite. Mais comme nous mettons une diode en série avec la résistance de sortie, qui sera notre charge, regardez ce qui va se passer. Si j'applique mon oscilloscope sur la résistance de sortie pour regarder la tension qui est vraiment appliquée à ces bornes, nous allons voir une forme d'onde qui ressemble à ceci. Lors de l'alternance positive, la diode va laisser passer la tension et on va donc voir l'alternance positive traverser la diode de l'autre côté. Alors que lors de l'alternance négative, la diode va complètement bloquer le courant, comme nous connaissons le principe, et on va donc avoir aucune tension, aucun courant qui circule vers notre résistance de charge, étant donné que toute la tension négative sera bloquée par la diode, comme si elle était un interrupteur ouvert pendant l'alternance négative. Prochaine alternance positive va traverser la diode, et la prochaine alternance négative va être bloquée par la diode. Nous allons donc uniquement avoir de la tension positive appliquée à notre sortie. C'est le redresseur le plus simple que nous pouvons imaginer, un redresseur simple alternance. Qu'est-ce qui est intéressant
c'est de se poser quelques petites questions par rapport aux tensions de sortie. Si notre valeur envoyée par notre source AC est d'une certaine tension, nous nous rappelons que la diode va, dans le cas passant, tout de même absorber environ 0,7 volts. On peut donc simplement dire que la tension de crête de sortie, V peak à la sortie, sera égale à V peak de notre entrée, moins 0,7. Nous allons donc perdre ici un petit 0,7 volts dans notre tension maximale, car cette tension est absorbée par la diode. Nous pouvons aussi nous poser la question sur la tension moyenne. Et dans quelques instants, je vais faire un petit résumé sur les différents types de tensions. Si vous avez la difficulté avec tension pic, tension moyenne et tension efficace, nous allons démystifier ces trois tensions dans quelques instants. Mais pour l'instant, rappelez-vous qu'une tension moyenne, c'est comme si j'aplatissais ma forme d'onde pour en faire une ligne droite. Et pour utiliser la formule que vous avez apprise en semi-conducteur 1, pour un simple alternance, si nous voulions calculer la tension moyenne, ce sera la tension crête, V peak, à la sortie, divisée par pi. Nous allons, avec cette formule, trouver ce qu'on appelle l'air sous la courbe, ce qui veut dire la tension moyenne totale si on aplatit toutes les formes d'onde et les transformer en une ligne droite. Continuons avec un redresseur légèrement plus sophistiqué, un redresseur double alternance, mais avec un transformateur à prise médiane. Vous remarquerez ici que la borne de masse, donc ma borne de référence, au lieu d'être en bas de mon transformateur, est au centre de mon transformateur. Au lieu de prendre donc toute la tension appliquée à mon bobinage, je n'en prends seulement qu'une moitié à la fois. Pendant un certain laps de temps, la tension ici sera plus positive et la tension ici sera plus négative. Mais si on fait une référence à notre 0 volt ici, on peut dire qu'il y aura donc une tension positive à un certain moment, qui pourra traverser la diode, en même temps qu'il y aura une tension négative en bas, qui sera bloquée par la diode. Dans le premier cas, ici, une tension positive de ma source viendra traverser ma diode d'en haut et pourra se rendre à ma résistance de sortie. La tension positive va donc aller dans ma résistance de sortie. Alors que pendant l'autre cycle, lorsque la tension est négative, ce qui veut dire que j'ai une tension négative ici par rapport à ma masse. Mais si j'ai une tension négative ici par rapport à ma masse, c'est que j'ai une tension positive ici par rapport à ma masse. Tout est une question de référence, comme j'ai mis ma masse à 0 volt au centre de mon transformateur côté secondaire. La tension négative sera bloquée par cette diode et la tension plus positive ici pourra traverser cette diode et être appliquée elle aussi à la masse. Nous allons donc redresser cette partie de tension pour pouvoir l'appliquer à la masse, mais du bon côté, du côté positif, en lien avec notre référence ici. Chaque alternance pourra donc traverser de l'autre côté, mais vous vous doutez qu'il y a un prix à payer pour cela. Nous avons bel et bien récolté uniquement la moitié de la tension totale, car nous avons mis notre référence au centre. Si on réfléchit un peu à nos valeurs, eh bien maintenant la tension maximale de sortie, V peak à ma sortie,
ne pourra déjà jamais être plus haute que ma tension d'entrée divisée par 2, car je ne récolte que la moitié de la tension. Mais encore une fois, je vais perdre un petit 0,7 volts lorsque je traverse une ou l'autre des diodes, et ma tension maximale de sortie pourra donc être V peak de l'entrée divisé par 2 avec la chute de 0,7. Par contre, maintenant, pour avoir la tension moyenne, vous remarquez que si j'aplatis cette forme d'onde, ma tension moyenne, que je suis capable de dessiner la ligne droite, est maintenant 2 fois plus élevée que tantôt. Parce que nous avons 2 formes d'onde, 2 alternances qui se ramassent de l'autre côté. Si on prend donc notre tension crête de sortie, tantôt on avait fait tension crête de sortie divisée par pi, bien maintenant c'est le double. 2 fois la tension crête de sortie divisée par pi pour trouver notre tension moyenne. Mais nous pouvons encore améliorer notre redresseur avec le troisième type qu'on va étudier aujourd'hui. Le pont de diode. Le redresseur le plus couramment utilisé, vous allez le voir dans la majorité des circuits qui ont besoin de redressage de tension AC, étant donné que c'est un circuit très efficace et qui ne possède presque que des avantages, outre le fait d'avoir besoin de 4 diodes. Comme les diodes sont habituellement très peu dispendieuses, quelques sous seulement, c'est un type de redresseur qui va être très souvent utilisé grâce à ses avantages assez considérables. Analysons-le ensemble. Nous avons encore la forme d'onde d'entrée et nous avons encore notre masse ici qui n'est pas en bas de notre transformateur, mais bien encore une fois un peu au centre de notre circuit comme référence. Qu'est-ce qui va se passer lorsque la première alternance va circuler? L'alternance qui va donc être plus positive ici que ici. Nous avons donc une tension positive ici et l'équivalent d'une tension négative ici. Est-ce que la tension négative va pouvoir traverser ma diode ici vers la sortie? Eh bien non, la diode est bloquée. Par contre, ma tension positive, elle, pourra traverser la diode ici et être appliquée à ma sortie. Si on fait donc le chemin complet du courant, nous allons trouver la masse, ici, qui est à 0 volts. La masse à 0 volts est donc plus positive qu'une tension négative. Une tension plus positive du côté de l'anode que du côté de la cathode va rendre une diode passante. Dans notre cas, faites attention, 0 volts est bel et bien une tension plus positive que, disons, moins quelques volts, moins 10 volts ou quelque chose comme ça. La diode est donc dans le bon sens. Tout est une question de référence. Faites attention encore une fois à ça. J'ai donc une tension ici de 0 volts. Si on veut prendre les vraies valeurs que nous connaissons, nous chutons d'environ 0,7. Nous avons donc moins 0,7 volts ici, lequel ne peut pas traverser cette diode. Cette diode est bloquée. Le côté négatif est donc à moins 0,7. Notre côté positif de l'alternance ici peut traverser ma diode ici, ne peut pas traverser la diode qui est placée à sens inverse, le positif ne peut pas passer par la cathode, et va donc être appliqué à ma résistance. La forme d'onde positive se retrouvera donc à ma résistance. Qu'en est-il maintenant lorsque l'alternance s'inverse et que nous avons une alternance négative? Une alternance négative, ça veut dire que tantôt on avait du positif en haut et du négatif en bas. Maintenant, on va faire l'inverse.
nous avons du négatif en haut et du positif en bas. Eh bien, cette fois-ci, le positif peut traverser la diode qui était préalablement bloquée pour être appliqué à ma résistance de charge. Si on fait encore une fois le chemin complet du courant, à partir de la masse, qui est à 0 volts, 0 volts étant plus positif qu'une tension négative de l'autre côté, eh bien la diode sera passante. Si on a 0 ici, on va avoir environ moins 0,7 ici. Tension négative qui est bloquée par cette diode. Tension négative à cette borne du transformateur, c'est bien ce qu'on avait dit au début. Et donc la tension positive ici, du côté en bas du transformateur, sera envoyée à ma charge. La forme d'onde négative sera donc redressée. Vue par ma charge, nous allons voir une forme d'onde toujours positive, peu importe l'alternance. Quel est le principal avantage maintenant de ce type de redresseur? Et je vous encourage à prendre le temps de bien comprendre ce redresseur, à poser des questions entre vous, étant donné que c'est comme je vous disais, un redresseur très, très, très fréquemment utilisé. Donnons-nous, quelques chiffres maintenant. Qu'en est-il de ma tension maximale? Ma tension maximale, ici, à ma sortie, par rapport à ma tension de source, aura besoin de chuter au travers d'une diode, passer dans le transformateur, mais chuter aussi une seconde diode. Nous allons donc additionner 2 chutes de tension de 0,7. Nous ne perdons donc plus uniquement 0,7 volts, mais bien 1,4 volts environ. Ma tension crête de sortie sera donc 1,4 volts plus faible que la tension crête totale. C'est un des petits désavantages du redresseur à pont de diode. Mais c'est déjà un beaucoup plus gros avantage qu'une prise médiane qui divisait notre tension complètement par 2. Pour la tension moyenne, c'est exactement la même façon que pour notre double alternance à prise médiane. C'est tout simplement V crête divisé par pi, mais 2 alternances, donc le double, 2 fois V crête divisé par pi. Ce qui représente la tension moyenne, la ligne droite que je pourrais créer si j'aplatissais cette courbe et remplissais un peu donc les creux. Faisons un petit exemple de dépannage avec notre pont de diode, juste pour voir si on comprend bien son fonctionnement. Qu'est-ce qui se passerait? Quelle forme d'onde je pourrais voir à ma sortie si une de mes diodes ici est brûlée? Elle est brisée, elle est ouverte. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que pendant mon alternance positive, donc avec la tension positive ici, est-ce que je pourrais toujours traverser cette diode et aller à ma charge? Oui. Et est-ce que mon courant pourrait bien partir de ma masse, circuler dans cette diode, aller à la borne négative, vers la borne positive, traverser ma diode et aller à ma sortie? Eh bien oui. Il n'y aurait rien qui empêcherait l'alternance positive de fonctionner. Je verrais donc toute mon alternance positive directement appliquée à ma charge. Qu'est-ce qu'il en est de mon alternance négative maintenant, quand le négatif est en haut ici et que mon positif serait en bas? Ah là, c'est différent. Est-ce que ma tension positive pourrait traverser cette diode? Eh bien non, étant donné qu'elle est brûlée. Ma tension positive serait donc bloquée. Et on verrait à ma sortie
une forme d'onde qui pourrait ressembler à quoi? À un simple redresseur, simple alternance. Ce serait donc une façon de diagnostiquer un pont de diode qui contient une diode brûlée. Nous aurions un redressage simple alternance à la sortie. Il faudrait donc être capable de déduire qu'une des diodes est probablement brûlée. Qu'en est-il maintenant d'une diode qui serait court-circuitée? Court-circuitée, donc la diode laisserait passer autant le positif que le négatif. Regardons ça ensemble. Si j'ai une tension positive ici, est-ce qu'elle pourrait traverser cette diode? Oui, même encore plus facilement qu'à l'habitude. Elle pourrait facilement traverser cette diode et aller à ma résistance de sortie. Je verrai donc sans problème la première alternance. Mais cela ne durerait qu'un instant. Parce que qu'est-ce qui se passerait lors de mon alternance négative? Quand j'applique la tension positive ici en bas. La tension positive viendrait traverser ici, la tension négative étant ici. La tension positive pourrait bel et bien traverser cette diode. Mais qu'est-ce qui arrive si ici c'est considéré comme un court-circuit? Bien, vous devriez voir que ma tension négative et ma tension positive seront directement court-circuitées ensemble. En court-circuitant les tensions positives et négatives, un grand courant va circuler, courant qui dépassera les limites de la diode et fera probablement brûler même la seconde diode et tomber le circuit en un court-circuit. Et ensuite, nous aurions tout simplement plus rien, sauf peut-être un peu de fumée qui se dégage de notre circuit électrique. Une diode court-circuitée dans un pont de diode n'arrive donc jamais seule. Elle va créer un court-circuit, un trop gros courant, et endommager d'autres diodes dans le pont de diode. Bon. Depuis le début, nous parlons de tension crête, de tension moyenne, mais il y a une tension que nous n'avons pas abordée, la tension efficace. Prenons quelques instants pour démystifier ces trois tensions-là. Commençons par la plus simple, la tension crête, ou en anglais V-peak. C'est la tension que nous pouvons lire à l'oscilloscope. C'est vraiment uniquement à l'oscilloscope que nous voyons la forme d'onde complète et que nous pouvons donc distinguer vraiment la tension peak, la vraie tension maximale telle que lue à l'oscilloscope. C'est très différent de la tension efficace, ce qu'on appelle aussi la tension RMS. RMS en anglais pour Root Mean Square, ce qui veut dire racine carrée de 2. La tension efficace, si on la résume dans une description relativement simple, c'est la tension qui est équivalente à la même puissance en DC. Donc, si je prends une tension AC, que je l'envoie dans un élément chauffant, l'élément chauffant va devenir chaud. Quelle tension DC est-ce que je devrais envoyer pour que l'élément chauffant soit exactement aussi chaud? Ce qui veut dire qu'exactement la même puissance sera envoyée à l'élément chauffant, mais en tension DC au lieu d'en tension AC. C'est la tension efficace. C'est la tension RMS. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est la tension d'ailleurs qui sera lue au multimètre. Si vous utilisez un multimètre standard qui prend des tensions VRMS et que vous regardez une tension AC avec votre multimètre, c'est la tension efficace que vous allez obtenir. C'est la tension d'ailleurs, comme quand on dit 120 volts par Hydro-Québec,
c'est une tension efficace. C'est la tension lue au multimètre. La tension maximale, la tension pic, si on regardait la prise de courant d'Hydro-Québec avec un oscilloscope, serait supérieure à 120 volts. Peut-être, sans faire le calcul, dans les 170 volts, quelque chose comme ça. La tension pic serait donc supérieure à la tension lue au multimètre. Faites donc attention à ceci. Si vous prenez une mesure au multimètre, ce n'est pas la tension pic, c'est la tension efficace. La petite formule, si nous désirons la calculer, le rapport entre la tension pic et la tension efficace doit être divisé par la racine carrée de 2 ou multiplié par 0.707. Nous avons donc la tension crête divisée par la racine carrée de 2 pour donner la tension efficace. Terminons avec la tension moyenne. La tension moyenne est l'équivalent de l'air sous la courbe. L'air sous la courbe, c'est donc, comme on parlait tantôt, si je prends toutes mes formes d'ondes et que je les écrase pour les niveler à un certain niveau. C'est la tension moyenne. C'est l'air sous la courbe que nous pouvons calculer avec, pour un double alternance, 2 fois V pic divisé par pi. Rappelez-vous une chose importante, la tension moyenne en AC, elle est nulle, étant donné qu'en AC, nous avons une alternance positive qui va annuler l'alternance négative, et notre tension moyenne en AC est donc de 0. C'est donc, encore une fois, l'air sous la courbe, ou le niveau si on nivelait tout simplement nos formes d'ondes. Continuons. Regardons une autre application des diodes. Nous avons vu les redresseurs avec les diodes placés en série avec la sortie. Regardons maintenant un circuit qui va limiter la tension de sortie en utilisant la chute de tension aux bornes d'une diode. Je vous rappelle, aux bornes d'une diode passante, la tension à ces bornes est de environ 0.7 volts. Lorsque la diode est bloquée, toute la tension se retrouvera à ces bornes. Utilisons donc ce principe pour appliquer un circuit qu'on appelle un circuit limiteur, qui va limiter la tension de sortie. On peut l'utiliser avec un signal DC, qui agirait comme un régulateur DC, en fixant la tension, ou avec un signal AC, qui bloquerait une alternance et laisserait passer, la diode serait passante dans la seconde alternance. Allons voir dans un circuit comment cela réagirait. Commençons par un régulateur DC, donc avec une source DC. Par exemple, une batterie à 12 volts. Une batterie à 12 volts qui traverse ici une résistance, qui va absorber une partie de la tension, et la diode ici, qui est dans le sens passant, positif en haut, négatif en bas. En sens passant, elle aura donc 0.7 volts à ses bornes. Il y aura donc toujours 0.7 volts à la sortie, peu importe si la batterie passe de 10 à 11 à 12 volts, et le reste de la tension se retrouvera où? Eh oui, dans la résistance ici. Nous aurions donc dans notre exemple 0.7 volts constamment à la sortie, et le 11.3 volts chuterait dans ma résistance ici afin de réguler ma sortie toujours à 7 volts. Vous allez voir que dans plusieurs circuits, on utilise ce principe
pour se fixer une tension pour d'autres utilités de l'autre côté. 0,7 volts, c'est relativement faible. Est-ce qu'on pourrait déduire une application qui pourrait être intéressante avec ce principe-là? Imaginez-vous que vous n'avez seulement qu'une batterie 12 volts, comme une batterie d'automobile, et que vous voudriez charger un port USB, comme votre cellulaire ou quelque chose comme ça. Eh bien, c'est notre petit circuit que j'appelle notre chargeur USB post-apocalyptique, étant donné que ce n'est pas un circuit très efficace, mais c'est un circuit qui fonctionnerait en situation de besoin. Vous pourriez facilement trouver des vieilles diodes dans des circuits électroniques, les dessouder et les assembler ensemble une à la suite de l'autre. Si on met 7 diodes une à la suite de l'autre, avec 0,7 volts chacune, et qu'on prend l'addition de toute cette tension, nous aurions donc 7 fois 0,7 volts pour environ 4,9 volts, presque 5 volts à la sortie, qui est la tension USB nécessaire pour charger, par exemple, un cellulaire. Vous pourriez, avec une batterie d'automobile, une simple résistance et 7 diodes en série, être capable de recharger votre cellulaire dans une situation critique. C'est une application très simple des diodes en utilisant leur chute de tension de 0,7 comme régulateur. Application intéressante. Terminons maintenant avec le même principe, mais en remplaçant notre source DC par une source AC. Allons-y. Ah, excusez-moi. Vous voyez ici, ceux qui ne connaissent pas les bornes d'un port USB, vous voyez la masse et le VCC auquel nous devrions appliquer notre 5 volts pour recharger votre cellulaire ou autre composant USB. Les deux bornes du centre étant utilisées pour les données numériques. Regardons maintenant le même circuit, ou l'équivalent du même circuit avec une diode et une résistance ici, mais appliquons une tension AC maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Lors de l'alternance positive, eh bien, la diode deviendra passante et nous aurons donc 0,7 volts à ces bornes. L'alternance positive ici deviendra donc une alternance limitée à 0,7. Jamais elle ne pourrait dépasser 0,7. Mais l'alternance négative, elle, est-ce que la tension négative peut circuler dans ma diode? Eh bien non, pas dans ce sens-ci. Qu'est-ce qui arrive à une diode bloquée? Il faut la considérer comme un circuit ouvert, comme un interrupteur ouvert, et donc, comme un interrupteur ouvert, toute la tension se retrouverait à ces bornes. Nous aurions donc, à la sortie, l'ensemble de la forme d'onde négative, mais la forme d'onde positive sera limitée à 0,7. C'est ce que nous verrions à la sortie, entre les deux bornes ici. Si on inverse le circuit, on verrait exactement la forme d'onde opposée. La tension négative ou positive par en bas, comme vous voulez le voir, tension négative, serait dans le bon sens de la diode. La diode deviendrait passante. Il y aurait donc 0,7 volts à ces bornes. Et nous verrions donc une tension négative, mais limitée à 0,7 dans le négatif, donc à moins 0,7. Alors que la tension positive ne pourrait pas traverser ma diode, serait entièrement bloquée, et on verrait toute la forme d'onde positive à ma diode. Elle bloquerait comme un interrupteur ouvert.
L'application réelle de ce circuit-ci serait quelque chose comme ça. Un circuit limiteur qui combine une tension limitée autant du positif que du négatif afin de protéger des circuits qui sont fragiles. Par exemple, un circuit qui ne pourrait pas admettre une tension d'entrée plus élevée que 1 volt, disons. Eh bien, avec nos diodes, placés comme ceci, l'alternance positive ne pourrait jamais avoir plus que 0,7 volts à ses bornes, et l'alternance négative ne pourrait jamais avoir plus que moins 0,7 volts à ses bornes, chaque diode travaillant à tour de rôle. Nous aurions donc un circuit qui limite la forme d'onde. Le reste de la tension chuterait dans la résistance, évidemment, et on protégerait donc un circuit qui est fragile et qui n'accepte pas des tensions aussi élevées que le circuit d'entrée. Ce sont quelques applications des diodes, mais je vous assure qu'il y a presque autant d'applications des diodes qu'il y a de différents circuits. C'est un composant qui peut sembler très simple, mais qui peut être appliqué de bien des façons. Je vous souhaite une excellente rentrée, en espérant que nos circuits de breadboard de cette session-ci soient plus clairs et mieux conçus que celui-ci. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Vous pouvez toujours consulter les sources desquelles j'ai puisé mes informations, ainsi que la médiographie qui est présente dans notre plan de cours. Bonne journée!